Bonjour, nous sommes aux Journées de l'économie 2021 et le panel est intitulé « La finance bousculée par l'innovation ». J'ai ajouté le point d'interrogation pour créer un peu de suspense. C'est organisé en partenariat avec et enregistré à la Banque de France. Je suis Marc-Olivier Strauss-Kahn, modérateur de ce panel et enseignant d'économie dans diverses écoles. Mais plus important sont les panélistes que je vais présenter dans l'ordre alphabétique, en commençant par Emmanuelle Assouan, directrice générale déléguée pour la stabilité financière, à la fois à la Banque de France et à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'ACPR. Benoît Cœuré est le chef du pôle innovation et membre du comité de direction de la Banque des règlements internationaux. Delphine Damarzit va nous rejoindre. Elle est CEO, c'est-à-dire PDG d'Euronext Paris, la bourse, et elle est, de façon un peu imprévue, prise actuellement dans un conseil d'administration qui a été décalé, et elle va nous rejoindre lors du premier débat. Enfin, Ludovic Subran est chef économiste de la grande compagnie d'assurance Allianz. Alors, la finance, en général, c'est un secteur qui est propice à l'innovation. Elle permet de le tester, elle permet de le promouvoir, elle permet de le financer, de le diffuser. Et pourtant, on peut s'interroger sur le fait que la finance actuellement soit bousculée par l'innovation. Pourquoi ? Les exemples abondent, qu'il s'agisse de chocs actuels ou de défis à venir. Ils sont tous disruptifs et je vous recommande un speech récent de Benoît Cœuré en la matière, le 7 octobre. Ils sont tous liés, ou la plupart, à la numérisation et à de nouveaux risques, de nouveaux acteurs, de nouveaux produits et donc de nouvelles régulations. Alors même en faisant presque, en laissant presque de côté, deux sujets très importants parce qu'ils vont être traités dans d'autres panels. Celui sur le climat, donc la finance verte, le 4 novembre à 9h. Et celui sur la monnaie numérique, le 5 novembre à 14h. La thématique reste multifacette. Et bien sûr, on pourra faire allusion à ces deux sujets. La discussion est organisée en 2 rounds, chacun suivi de questions-réponses. Au premier round, on va regarder en particulier les chocs actuels, qu'il s'agisse du cyber-risque, de ce qui se passe dans le cloud, de ce que crée le big data et l'intelligence artificielle, comment elle peut modifier avec les données le besoin ou non de collatéral, et les difficultés que ça peut créer en termes de protection de la vie privée et des données. Et puis on abordera aussi les acteurs que sont les fintech, on définira tous ces termes, les big tech, la regtech, régulation technologique, et les subtech, supervision technologique. Tout cela pour vérifier la conformité, ce qu'on appelle en anglais la compliance. On aura un débat de questions-réponses, et puis le deuxième round sera plus sur les défis de demain, dès demain peut-être, et aussi à plus long terme. Ceux posés par les nouvelles infrastructures et les plateformes, la finance décentralisée, les innovations de produits avec le sigle ESG, environnement, social et gouvernance, l'impact sur l'emploi, la formation, le capital humain et les politiques économiques. La tokenisation, c'est-à-dire l'utilisation de jetons numériques dans la finance, mais aussi le financement de l'innovation. Ce qu'il faut éviter, c'est un Frankenstein que vous voyez sur ce dessin. Il y a autant de risques en fait que d'opportunités, qui est le titre de ces journées de l'économie, car la finance et l'innovation, rappelons-le, ne sont pas des fins en soi. Ce sont des moyens qui doivent rester au service de l'économie et des citoyens. Et je passe maintenant la parole, s'il le veut bien, à Benoît Cœuré. Merci Marc-Olivier, merci de m'inviter à cette discussion sur un sujet qui
est passionnant, qui est analytiquement fascinant. Je dis ça aussi pour les étudiants et les profs d'économie qui nous écoutent, parce que ça brasse à la fois la finance, la microéconomie et la macroéconomie. Et j'espère qu'on pourra se discuter de certains de ces enjeux. Et qui est un enjeu de politique publique, comme Marc-Olivier Strauss-Kahn vient de le dire, aussi bien en termes de régulation qu'en termes d'innovation dans la sphère publique. Et on va en dire un mot aussi. Alors peut-être pour commencer par un point de vue assez large, je pense que ce qui est important de bien comprendre, c'est que la finance aujourd'hui se transforme ou est en phase de bouleversement, de disruption, comme on dit souvent aujourd'hui, de toutes sortes de manières. Et il y en a une partie qu'on voit et une partie qu'on ne voit pas. Il y en a une partie qu'on voit tous autour de nous, c'est par exemple dans le domaine des paiements, où on voit bien qu'on utilise de moins en moins les pièces et les billets. D'ailleurs, la crise du Covid a accéléré cette révolution-là, avec l'essor du commerce à distance et aussi donc des paiements sans contact. Et donc on paye tous évidemment avec des cartes de crédit, de plus en plus avec des applications sur nos téléphones portables, et bientôt peut-être de plus en plus avec des codes QR, voire même des moyens biométriques et des technologies qui n'existent pas encore. Donc cette innovation-là, on la voit dans notre vie quotidienne, mais derrière ça, il y a une innovation dans les infrastructures qui transportent l'argent d'un point à un autre, que le consommateur ne voit pas, mais qui permet à tout ça de fonctionner. Il y a par exemple l'essor des paiements en temps réel, sur lesquels d'ailleurs la France et la zone euro sont tout à fait en pointe, avec le système TIPS qui a été déployé par la BCE dans l'ensemble de la zone euro et qui permet de faire des transferts bancaires en quelques secondes, pour un coût très faible pour la banque. Ensuite, si la banque vous fait payer très cher, ça c'est un autre sujet, mais c'est le coût que fait payer la BCE à la banque est lui très faible. Alors ça c'est des innovations qu'on voit bien, dont on ne sait pas où elles vont nous mener, mais on les voit déjà autour de nous, et ça mène à une réflexion qu'on va avoir un peu entre nous, mais qui est sans doute dans d'autres tables rondes aussi au GECO, sur la monnaie numérique, et la question qui se pose pour les autorités publiques, les banques centrales, mais aussi les gouvernements, de savoir s'il faut laisser cette innovation au secteur privé, ou s'il faut que le secteur public s'en empare aussi, et qu'on mette à disposition des consommateurs une version numérique de l'euro, donc qui serait l'équivalent d'un billet numérique dans un porte-monnaie électronique disponible par exemple sur les téléphones, mais qui serait émis par la Banque Centrale Européenne. Donc ça, c'est des débats qui sont maintenant assez bien connus, qui évoluent rapidement, mais qui sont assez bien connus. Il y a d'autres dimensions que le grand public voit moins. Il y a une dimension absolument essentielle dans la banque qui est une transformation de l'activité de crédit bancaire et également dans les assurances, mais ça, Ludovic Subran en parlera beaucoup mieux que moi, qui est la numérisation non seulement de l'interface avec le client, avec un moindre besoin de contact physique, mais aussi l'avènement de la donnée, du big data, qui permet de transformer la manière dont on évalue le crédit, aussi bien pour les entreprises que pour les ménages, et qui vient avec des promesses très positives. Les clients les plus modestes ou les risques les plus élevés risquent d'être aussi bien en assurance que dans la banque, risquent d'être prisonniers d'une sorte de cercle vicieux où on va leur prêter en fonction de leur histoire de crédit, mais pour que vous ayez une histoire de crédit, il faut qu'on vous ait prêté. Et donc vous voyez bien que vous pouvez être coincé dans une espèce de cercle vicieux où la banque ne va pas vous prêter parce qu'elle ne vous connaît pas. Et où seuls les bons risques bien connus vont avoir du crédit. Et le big data permet de surmonter ça. Si vous êtes suffisamment proche d'autres clients, d'autres consommateurs qui ont des profils similaires, la banque va vous prêter sur la base de l'historique statistique des clients comparables, ce qui est quelque chose que les assureurs connaissent très bien, évidemment, quand ils évaluent le risque, et qui gagne maintenant de plus en plus la banque. Alors, ça a plein de bénéfices possibles en termes d'inclusion financière. On le voit d'ailleurs en Asie, et particulièrement en Chine, où on voit que l'essor du big data a permis de mieux prêter et de plus prêter aux PME, par exemple, par rapport au circuit de financement traditionnel. Mais ça vient aussi avec des risques importants, par exemple, qui
Qui contrôle ces algorithmes? Est-ce que les banquiers eux-mêmes comprennent les algorithmes dont ils se servent pour accorder du crédit? On n'est pas sûr. Donc il y a des questions de gouvernance dans la supervision des banques. Et puis, il faut que les régulateurs et les superviseurs suivent. Et donc il faut qu'ils s'équipent eux-mêmes d'instruments permettant d'accéder à ces données, de les traiter, de les comprendre. Alors, le pôle d'innovation dont je m'occupe à la BRI, à Bâle, travaille sur ces sujets. On travaille sur la monnaie numérique. Je ne vais pas en parler maintenant, mais c'est évidemment une de nos priorités. Mais on travaille aussi sur la technologie au service de la supervision bancaire, ce qu'on appelle le SupTech. On a par exemple un projet à Singapour qui va permettre d'automatiser tous les jours la transmission de données sur la situation du marché immobilier à Singapour à l'autorité monétaire, donc qui contrôle les banques, qui pourra, et donc avec un système de transmission automatique des données tous les jours, une couche analytique avec de l'apprentissage automatique, du machine learning, qui va permettre de construire des indicateurs d'alerte. Et donc le superviseur bancaire, le contrôleur bancaire aura sur son bureau une sorte de tableau de bord avec des flashs rouges ou verts. Je simplifie, mais ça vous donne bien l'esprit de ce projet. Et si on constate un déséquilibre, un comportement anormal sur le marché, la lumière rouge va s'allumer sur le bureau du superviseur, il pourra envoyer une équipe d'inspection. Au lieu d'attendre que trimestre après trimestre, on lui envoie des tableaux Excel par mail. Je caricature un tout petit peu, mais on n'est pas très loin de ça. Et donc, il y a un progrès, il y a d'énormes progrès possibles aussi du côté des superviseurs. Et puis enfin, je mentionnerai rapidement 2 domaines qui sont également en plein bouleversement. L'un qui fera l'objet de notre deuxième tour de discussion, donc j'en parle pas maintenant, et Delphine Damarzy aura sûrement beaucoup à dire là-dessus, c'est le fonctionnement des marchés financiers, avec notamment l'essor de la finance décentralisée et des infrastructures de marché sur des registres décentralisés, sur des blockchains. Et ça, on peut en parler plus tard. Et puis, la transformation du cyber-risque, avec des attaques qui changent de nature, à la fois en termes d'acteurs. On avait tendance à se concentrer, à surveiller quelques acteurs étatiques bien identifiés. Je ne donne pas de nom ici, mais enfin, on savait à peu près d'où venaient les grandes attaques cyber. Maintenant, la technologie se démocratise, entre guillemets, et donc il devient de plus en plus facile pour des acteurs isolés de lancer des cyberattaques qui peuvent éventuellement paralyser des grands acteurs financiers ou des grandes infrastructures de marché. Donc changement de la nature de la menace en termes d'acteurs et aussi en termes technologiques, avec un grand point d'interrogation sur l'horizon qui est l'informatique quantique, qui va permettre de calculer beaucoup plus vite, avec d'énormes bénéfices dans l'industrie, dans toutes sortes de processus industriels, mais également des menaces possibles, et notamment un renforcement de la capacité des cyberattaquants. Donc voilà un peu à la fois les occasions possibles, mais aussi les risques possibles qui sont sur l'écran radar des banquiers centraux et des superviseurs. Merci beaucoup, Benoît. Donc, Ludovic, on a eu une présentation très claire, globale, de tous les enjeux. La vie au quotidien pour un assureur, la numérisation de l'interface, l'évaluation du risque, la charge que ça représente. C'est aussi déjà, cool. on essaie déjà d'éviter d'envoyer des lettres papier. Nous, tu sais, on est au tout début. On essaie de récupérer les emails de nos clients et d'éviter de leur envoyer des rappels papier. Donc, on n'est pas encore dans un monde totalement numérisé, mais la maquette analytique que propose Benoît est intéressante. Nous, il y a 3 chocs que je vois dans notre secteur. On est et assureur et investisseur. On fait aussi de la gestion d'actifs. Il y a l'avènement du cloud, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est nos plateformes informatiques. Alors, il y avait un super article du Financial Times il y a quelques mois qui expliquait qu'il y avait une décote de marché due à l'hyperdépendance des entreprises aux 2-3 sociétés qui offrent des solutions cloud, parce qu'on est dans la finance très dépendant. Vous connaissez peut-être ce mème d'Internet où vous voyez le monde de la finance représenté par Atlas qui porte Excel sur ses épaules. Parce que moi, j'ai fait une école de statistique, on nous avait appris à programmer des choses très sympas, et au final, on fait quand même du Excel toute la journée, donc il y a eu cette hyper-dépendance à la suite Microsoft Office. Aujourd'hui, des grosses sociétés d'assurance comme la mienne sont très dépendantes
de solutions cloud. Il y a en gros 2 acteurs qui se partagent un peu le marché. Et ça pose des questions parce que c'est en effet une question majeure de dépendance, mais aussi d'alignement d'intérêts avec un fournisseur qui peut demain offrir des services financiers, qui peut cannibaliser ce qu'on offre aux clients. On a un environnement réglementaire en Europe qui est plus favorable peut-être que dans d'autres géographies, notamment sur la protection des données, mais ça nous a complètement... ça a rendu notre travail très facile, parce qu'on avait des systèmes informatiques qui ne se parlaient pas, et donc une fois qu'ils sont sur le cloud, ils se parlent beaucoup mieux, donc ça rend le parcours client beaucoup plus agréable, mais ça pose d'énormes questions sur les directions de l'informatique. Une société comme Allianz, le budget informatique par an, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros. Donc, et ce n'est pas que ce qu'on paye aux fournisseurs de solutions cloud, c'est aussi la transformation informatique de l'entreprise et tout ça. Deuxième sujet, Benoît en a parlé, c'est les algorithmes, ou du moins l'utilisation des données. Dans l'assurance, on a commencé il y a très longtemps, et pourtant on est moins affinitaire que la banque, mais il y a toujours eu cette souscription, c'est-à-dire essayer de comprendre le risque. Il y a les actuaires font ça très bien, les risk managers, quand vous offrez des solutions aux entreprises, vous regardez avec pléthore de données le risque et vous donnez un prix et des conditions qui sont liées au risque que vous évaluez pour cette police d'assurance-là. Et donc, on a fait un bond en avant majeur au cours des 10 dernières années sur la détection de la fraude, sur la qualité et la précision de la souscription, des conditions, du prix, ajusté en effet au risque que l'on prend, mais aussi très individualisé. C'est-à-dire qu'on a une capacité aujourd'hui d'offrir des algorithmes qui permettent de donner à chaque personne qui vient nous voir pour une solution d'assurance ou une solution d'investissement une offre quasi personnalisée, parce qu'on a pu démultiplier l'infrastructure, notamment grâce au cloud, applicative, qui permet de donner ces solutions dans les 60 pays dans lesquels on est, les 60 millions de clients qu'on sert. Et puis, il y a la troisième chose qui est, et qui pour moi est la plus intéressante, c'est-à-dire qu'on a mis beaucoup d'argent dans les sociétés d'assurance pour les fintechs. On nous a dit, il faut absolument, il y a les fintechs, regardez toutes ces startups, on est la startup nation en France, tout le monde est startup nation. Et donc, on s'est dit, c'est vrai qu'il faut peut-être qu'on mette de l'argent, toutes ces sociétés qui vous disent, c'est la nouvelle assurance, c'est la nouvelle gestion de l'épargne, c'est tout ça. Donc, comme tout le monde, on a mis beaucoup d'argent. Puis très vite, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était juste des façades. C'est-à-dire que la révolution de la fintech, pour moi, n'a pas encore eu lieu. Autant nous, on a fait un peu notre mue en interne sur le back-office et puis l'algorithmique, autant on achète des entreprises qui nous font en fait des sites internet améliorés. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que quand on parle de l'innovation et de la finance, vous voyez, Benoît Cœuré qui travaille au cœur du réacteur, vous parle seulement d'innovation que vous ne voyez pas. Alors que le consommateur, lui, ne voit que des innovations qui sont un peu fancy, glossy, des gens qui vous prédisent qu'ils ont une super forme de communication avec le client. Et ça, pour moi, c'est fascinant parce que je trouve que ça veut dire qu'on a encore tout à faire sur la plomberie de la finance. L'innovation, elle est loin d'être là. Le seul truc qu'on a vu se développer au cours des dernières années et qui ont attiré beaucoup de capital, et Delphine pourra en parler, c'est juste des entreprises qui font mieux la relation client que les acteurs traditionnels de la finance parce qu'ils mettent plus d'argent, ils sont un petit peu plus digital native pour employer du mauvais français. Et ça, c'est pour un gros assureur, un gros investisseur comme nous, ça nous pose plein de questions. C'est-à-dire, est-ce qu'on met l'argent là où il faut, par exemple quand on investit ou quand on fait des partenariats? Est-ce qu'on n'est pas face à un vrai problème d'économie des tuyaux? C'est-à-dire qu'on est en train de travailler avec des géants du digital qui nous offrent des accès à des prospects auxquels on n'aurait pas eu accès si on avait attendu qu'ils viennent coter une police d'assurance sur notre site. C'est super, mais après, quelle relation client ? Qui a la relation client ? Et quelle relation client on a quand on travaille avec des partenaires qui, en fait, détiennent le tuyau, le contact avec le client ? Et donc, dans l'innovation de la finance, autant on a avancé, et on avance encore aujourd'hui sur le back-office, mais avec des problèmes de concentration et d'hyperdépendance, autant on a avancé sur la création de savoir et les big données, la big data, autant sur la relation au client, je pense qu'on est à des années-lumière de ce que va être l'innovation financière de demain. Et on en parlera certainement dans la deuxième partie. Ça pose d'énormes questions de régulation, de supervision, de stabilité financière, parce qu'on a plein d'acteurs qui sont peut-être pas soumis aux mêmes règles que nous sommes soumis dans notre secteur et qui détiennent aujourd'hui une responsabilité fiduciaire
vis-à-vis des familles, des entreprises de chacun des pays dans lesquels elles sont. On pense forcément à la carte Starbucks. Starbucks qui a des milliards sur son bilan de consumer finance, de crédit à la consommation, et qui n'est pas une institution financière. Et c'est vrai que nous, on est joyeusement régulé par un truc qui s'appelle Solvabilité 2. Qui n'est pas le terrain de jeu le plus évident pour ce qu'on essaie de faire, et qui, en revanche, a montré ses preuves au cours de la crise et des dernières années. Mais ça pose, je trouve, un champ de questions et d'échanges à venir sur comment on va livrer cette innovation aux gens, aux familles, aux entreprises de la zone euro et de manière générale des endroits dans lesquels on est comme entreprise. Merci beaucoup, Ludovic. Emmanuel, ça va être à toi. Deux interpellations implicites. Est-ce que vous travaillez encore en Excel? Et le mot qui n'a pas été prononcé, Big Tech, mais bon, un autre exemple a été donné, Starbucks, etc., c'est-à-dire ceux qui ne sont pas régulés. Merci beaucoup. Alors, je vais m'inscrire dans le sillage de ce que Benoît et Ludovic viennent de dire. J'espère que vous m'entendez bien. Et effectivement, du point de vue de la Banque centrale, que je vais représenter ici, et avec aussi une casquette de superviseur prudentiel, que ce soit bancaire et assurance, en fait, notre recherche au titre de l'innovation, comme le mentionnait Benoît, c'est l'équilibre le meilleur possible entre l'innovation, la réalité de l'innovation, et la sécurité, la stabilité financière. Et l'innovation, pour nous, n'est pas une fin en soi. Effectivement, il faut qu'il y ait des améliorations en termes de processus, en termes de coûts, en termes d'accès, tout ce qui est inclusion, et si et seulement si il n'y a pas de recul pour la stabilité financière. Alors, on a vocation à agir sur plusieurs leviers, notamment pour, sans rebalayer les risques qui ont déjà été mentionnés, le risque cyber qui n'est que croissant, qui risque de s'amplifier encore avec les innovations technologiques confère tout ce qui est quantique, les plateformes ouvertes, dont on sait que c'est essentiellement une interface entre l'utilisateur et le prestataire de services, que ce soit une banque, une assurance, pour rendre plus attractifs les services et plus, on va dire, plus facilement utilisables. Et puis, il y a tout ce qui est facilitation liée au cloud, dont on vient de parler, qui a un fort risque de concentration sur quelques prestataires de services mondiaux, qui ne sont pas des prestataires de services européens, sur lesquels on n'a pas forcément non plus une grande maîtrise au titre de la régulation, parce qu'on pourrait avoir des réglementations, ils sont en dehors de l'Union européenne, et donc notre capacité à agir sur eux est de ce fait très limitée. Et donc là, je vais introduire un mot qui est celui de la souveraineté par rapport à l'ensemble de ces nouveaux acteurs technologiques pour lesquels on a encore des moyens tout à fait limités, puisqu'ils sont souvent extraterritoriaux. Alors, ces risques étant connus, on a d'abord vocation à agir via le cadre réglementaire, la définition des règles du jeu pour tout le monde. Tout à l'heure, à l'instant, Ludovic le mentionnait, on n'a pas forcément toujours le même équilibre, on voit des disparités. Nous, on a une forme de devise un peu triptyque façon République française, où la même activité, c'est le même risque, et donc ça doit être la même règle. Ce triptyque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prestataires de services qui font du crédit, eh bien, même si ils ont vocation à être régulés comme des banques au titre de cette activité-là. Et tout segment d'activité qui s'assimile à une activité qui est prêtée, qui est faite par un des assujettis ou un des acteurs financiers régulés, eh bien, a vocation à être régulé de la même façon, même pour les nouveaux entrants. Alors, une fois qu'on a ce cadre réglementaire qui a vocation à être homogène en fonction des risques, qui a vocation aussi à être neutre en fonction de technologie, on ne peut pas s'aventurer en tant que superviseur, banquier central, à présumer de quelle est la meilleure technologie à utiliser. On n'a pas cette préscience
Et garde à nous de nous prêter ce type d'intention. Donc on a une grande neutralité vis-à-vis des technologies, et donc on doit réussir à construire des cadres qui sont complètement agnostiques en la matière, mais qui sont aussi proportionnés, parce que effectivement tous les services, tous les acteurs ne sont pas de taille de même importance, n'ont pas la même incidence en termes de stabilité financière, et donc on a des approches qui sont différentes les uns des autres. Donc on va, une fois qu'on a ce cadre réglementaire qui évolue, on va le diviser en deux. Il a vocation à prévenir les risques et puis à gérer les crises quand elles adviennent, parce qu'on ne peut pas se prémunir complètement de la réalité de l'occurrence notamment d'une crise cyber. Alors, pour prévenir les risques, on va avoir, et ça c'est le cas en France depuis pas mal de temps, notamment dans le cadre de la programmation militaire, ça a commencé par là, la loi de programmation militaire, on a un cadre de résilience cyber pour tout ce qui est opérateur d'importance vitale. C'est un mot important en France qui a identifié dans tous les secteurs d'activité économique critiques, et parmi les acteurs de ces secteurs d'activité économique critique, les acteurs les plus importants et sur lesquels il y a toute une attention qui est portée pour s'assurer que leur robustesse opérationnelle, et notamment vis-à-vis du risque cyber, est la bonne. Après, c'est des choses qui sont déployées au niveau européen, et là, il y a une proposition de règlement au niveau européen qui s'appelle DORA, comme notre cher petit ami, qui devrait améliorer la résilience opérationnelle, dont cyber, de l'ensemble des acteurs du secteur financier, en l'occurrence. Alors, une fois qu'on a les règles, on a aussi des approches très pratiques. Dans ces règlements, on fait des tests, quoi. On va challenger opérationnellement les acteurs financiers pour vérifier que leur robustesse opérationnelle est bien là. On a des équipes de hackers blancs, c'est du red teaming, qui vont essayer d'enfoncer toutes les portes, les backdoors, les différents interstices qui sont propices pour l'insertion du risque cyber, avec des besoins de réponse. Donc voilà, on se met dans la peau des malfrats et on y va comme ça. Donc c'est vraiment un dispositif très très large, y compris très pratique. Et puis pour la prévention, on parlait tout à l'heure des aspects données, du paiement qui peut être, dont on peut être très dépendant vis-à-vis d'acteurs étrangers. Et la prévention, c'est aussi construire l'offre en Europe qui nous permette de diminuer la dépendance à des acteurs étrangers sur lesquels on ne serait pas du tout souverain. Donc pour l'instant, l'offre cloud n'existe pas. Elle viendra peut-être, mais en tout cas, ça doit faire partie des ambitions européennes, vraisemblablement. Mais au titre des ambitions européennes qui existent, notamment, il y a celle sur les paiements, pour construire un instrument de paiement fourni par les banques dans une dizaine de pays européens, avec plein de prestataires de services différents, qu'on appelle EPI, et qui a vocation à offrir des paiements instantanés dont parlait Benoît tout à l'heure, ou des paiements en carte, et qui ne seraient plus du tout dépendants des acteurs essentiellement américains qui sont là pour fédérer le paiement en Europe via la carte bancaire Visa et Mastercard, pour ne pas les mentionner. Alors ça, c'est tout l'aspect prévention. Donc il faut construire, en fait, il faut offrir, il faut voilà. Mais on ne peut pas complètement exclure la crise. Et donc la gestion de la crise, c'est quoi? Pour l'instant, ce qu'on se figure bien, c'est la gestion de la crise cyber. C'est un risque opérationnel individuel, c'est un risque systémique le jour où ça peut emporter l'ensemble du système. Donc on fait des exercices au niveau de la place de Paris entre acteurs financiers, conduits sous la houlette de la Banque de France, dans un groupe dédié. Et puis on a fait aussi un grand exercice en 2019 qui va être répété en novembre prochain dans le cadre du G7. Donc on avait initié cela en 2019 dans le cadre du G7 sous présidence française. On avait fait un grand exercice de cyberattaque mêlant l'ensemble des systèmes financiers des 7 plus grandes économies du monde. Je vais m'arrêter là parce que les signaux sont au rouge. C'est parfait. Je ne résiste pas à la tentation de compléter ce que tu as dit là sur European Payment Initiative, donc, et que tu as illustré. En fait, en France, on a la carte bleue et chacun le sait. Il y a quelque chose aussi en Allemagne, mais dans le reste de l'Europe, c'est moins développé.
Et puis, même dans le cadre de la carte bleue, je l'avais déjà cité cet exemple, j'en ai une ici, vous ne verrez pas nécessairement le nom de la banque, mais vous verrez que c'est sur le recto que Visa s'est arrangé pour mettre son logo, et celui de carte bleue n'apparaît qu'au verso. Et résultat, moi, quand je fais des paiements internationaux et qu'on ne m'avait pas prévenu de ça, je passais toujours par Visa. Alors qu'en réalité, on peut passer par carte bleue, y compris pour les paiements, je veux dire pour les paiements en France. Et ça permet à ce moment-là que s'il y a un financement, ben, il reste en France. Je n'ai pas été absolument clair là-dessus. Vous avez peut-être des commentaires, des réactions sur ce qui a été dit avant qu'on passe à des questions posées. Benoît ? Peut-être deux réactions rapides, l'une à Ludovic et l'autre à Emmanuel. Sur ce qu'a dit Ludovic, je pense que c'est effectivement très important de bien voir qu'il y a des innovations à la fois en amont et en aval. En anglais, on dirait le front-end et le back-end, donc au contact du client, mais aussi à l'intérieur du système. Alors évidemment, le rôle des banques centrales, c'est pas de travailler sur les interfaces clients. Ça, c'est beaucoup mieux fait par le secteur privé. C'est très utile. Et d'ailleurs, on se félicite tous du fait que les paiements sont devenus plus commodes aujourd'hui qu'autrefois. Et donc, un des enjeux, je pense, des prochaines années, ça va être de concilier un travail lourd sur les infrastructures, notamment autour de l'euro numérique, et toute cette innovation qui a lieu dans les banques, chez les assureurs, mais aussi dans les fintechs, qui est le travail sur la relation client. Et comment est-ce qu'on peut construire un système qui concilie le meilleur des deux. Et pour ça, il faut que les acteurs publics et privés travaillent ensemble. Alors, ma deuxième remarque, rapidement, sur ce qu'a dit Emmanuel, c'est sur la régulation. Oui, le principe de départ, c'est même risque, même régulation. Mais ce n'est pas facile à mettre en œuvre. Et pourquoi ce n'est pas facile à mettre en œuvre? Parce qu'on est face, d'une part, à des innovations qui brouillent les frontières entre les activités financières. Si vous prenez ce qu'on appelle les stablecoins, donc qui sont des crypto-monnaies adossées à des actifs financiers pour stabiliser leur valeur. Pour résumer, on peut les voir comme des sortes de fonds monétaires, puisqu'on achète une part finalement dans un portefeuille d'actifs qui est sous-jacent, qui stabilise la crypto-monnaie. On peut les voir comme des systèmes de paiement, on peut les voir comme des investissements, donc comme des titres, et on peut peut-être même les voir comme des sortes de banques, puisqu'ils vont collecter de l'argent pour investir. Ça fait 4 approches différentes, gérées potentiellement selon les pays par 4 régulateurs différents, et dans 4 cadres réglementaires différents. Donc comment est-ce qu'on concilie tout ça? Alors, il y a des discussions intenses en ce moment là-dessus, mais ça vous montre que la mise en œuvre n'est pas si simple. Réaction éventuelle? Ludovic? Non, je réfléchissais. Emmanuel a très bien parlé du risque cyber. Nous, on est assureur du risque cyber. Et ça fait partie, je trouve, des sujets les plus difficiles qui touchent les limites de l'assurabilité aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je rêve d'une alliance autour du cyber-risque qui mette les États, les assureurs, les potentielles victimes autour de la table. Parce que quand on voit... Nous, on a du mal à évaluer ce risque parce qu'empiriquement, on a très peu d'éléments. Donc, les coûts en termes de pertes notamment, de dommages aussi, mais de pertes, des chocs cyber sont énormes. Mais souvent, on se rend compte, moi je parle assez régulièrement à des entreprises qui ont eu des attaques cyber et qui mettent la clé sous la porte. Et malheureusement, on sait que les hackers viennent, dans la plupart des cas, de Russie. Et elles n'ont personne à qui se tourner, vers qui se tourner. Et donc, il y a la prévention du risque, qui est très limitée par cette absence d'empirique. Et ensuite, il y a le paiement des sinistres et le recouvrement, qui, lui, est limité par les frontières. Et donc, c'est un sujet qui est d'une complexité rare, et je vois très peu, ou pas assez, encore une fois, pour utiliser du mauvais français, une coalition of the willing. Moi, j'aimerais bien que les gens se mettent autour de la table. Comme on se met autour de la table face à d'autres risques qui sont exponentiels, systémiques, covariants, comme le changement climatique, j'aimerais bien qu'on se mette autour de la table autour du risque cyber, parce que ce que disait Emmanuel sur ce qu'elle vit, elle, comme superviseur, nous, en tant qu'assureurs, on se pose vraiment la question de comment ce risque-là va évoluer, et est-ce qu'on ne va pas, à un moment donné, toucher du doigt l'impossibilité d'assurer ce risque, et avec un risque qui est du coup entièrement porté soit par les États,
soit par les entreprises, les banques ou les assureurs, comme tu as expliqué tout à l'heure. Ta réaction, Emmanuel, est peut-être embrayant sur, si tu le veux, une des questions posées qui était un exemple au quotidien de la façon dont tu es confronté à l'innovation et ça peut perturber ou ça peut faciliter le travail. Merci. Sur le risque cyber, ça fait partie effectivement des points d'attention, notamment au niveau G7, pour arriver à se coordonner au mieux et arriver à avoir une réponse commune, puisqu'il n'y a pas de frontières et il n'y a pas de... que les risques sont bien entendus, c'est un bien public de lutter ensemble contre ce dispositif. Ensuite, il y a les interactions d'innovation, notamment, on va peut-être parler un tout petit peu des crypto-actifs, mais il y a des boucles insensées entre le risque cyber, les ransomware, les crypto-actifs. Le blanchiment. Tous les problèmes. Blanchiment, voilà, tous ces sujets d'innovation sont complètement liés, même si on peut les traiter de façon un peu patchwork de temps en temps. Il y a quand même des liens importants à faire entre ces différentes dimensions. Mais en tout cas, la dimension internationale, elle est là et elle est nécessaire d'évoluer. Ensuite, comme on le mentionnait, il y a des problématiques on va dire, d'États plus ou moins hostiles, ça peut compliquer le dialogue international. Alors, moi, je voudrais insister peut-être sur un point, et sans vouloir sauter à la discussion d'après. Là, on s'est arrêté à la frontière où on distingue un certain nombre d'évolutions. Mais qu'est-ce que ça fait sur la sphère financière actuelle? Puisque là, on a parlé finalement d'un statu quo avec des acteurs en plus, mais pas d'acteurs en moins. Est-ce que c'est possible d'avoir une disruption qui serait telle que les nouveaux entrants chassent les anciens qu'on avait l'habitude de voir. Je parle bien évidemment et des assureurs et des banques qui sont ceux qu'on côtoie le plus évidemment. Et donc là, on a, je pense, peut-être un débat à avoir là-dessus avec une grande disparité entre FinTech et Big Tech. Avec des fintech finalement que nous, en tant que superviseurs, on considère comme apportant de la valeur, même si ça peut être un peu superficiel au niveau des plateformes, du contact clientèle. On considère que c'est un facteur, un vecteur de moindre coût, de facilitation, donc de plus de valeur, dès lors qu'il n'y a pas de problème de stabilité financière. Et donc, on est plutôt facilitateur. On a un pôle FinTech à la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel. Dans les régions, dans chacune des grandes succursales régionales de la Banque de France, on a un interlocuteur FinTech pour aider dans la grande administration, cotation et pour faciliter l'ensemble des démarches. Donc, on est plutôt là en soutien. Quand il s'agit des big tech, on n'a pas du tout la même image et vraisemblablement pas le même impact sur le statu quo, en tout cas l'état de l'intermédiation financière. Et je pense que ça, c'est un point intéressant à développer. Alors, certainement, ça va faire réagir. Ça rejoint une des questions posées qui était dans quelle mesure les big tech peuvent être amenés à détrôner les institutions financières existantes, banques, mais peut-être aussi assurances, et quelles conséquences en termes de régulation, sachant bien sûr que dans le contexte, on n'a pas de big tech en Europe. Benoît ? Oui, alors en effet, ça c'est une question assez récente, parce que finalement, toute l'innovation dont on parle a commencé il y a un certain temps. Je veux dire, les paiements mobiles ne datent pas d'hier. D'ailleurs, ils ont commencé beaucoup plus fort et plus vite en Afrique qu'en Europe. Moi, je dis souvent qu'un objectif raisonnable du G7, c'est de rattraper le Kenya en matière de paiement. Et on n'y est pas tout à fait. Donc ça, c'est pas nouveau. En revanche, ce qui est vraiment nouveau et ce qui est rapide, c'est l'entrée des big tech, des grandes entreprises de la technologie dans le secteur financier, qui a été un peu incarnée pour le grand public et pour la sphère politique par cette proposition qui a été faite en 2019 par Facebook d'une monnaie numérique qui s'appelait Libra à l'époque, qui maintenant s'appelle Diem, et qui a eu le mérite de cristalliser un peu les enjeux et de faire réfléchir les autorités politiques et les régulateurs. C'est quelque chose qui questionne les régulateurs.
parce que comme on l'a dit, il faut pouvoir appliquer un principe qui est même risque, même régulation. Mais on peut le faire avec une fintech, mais avec une entreprise comme Facebook ou Google ou Amazon qui a toutes sortes d'autres activités. On est obligé quand même aussi de réfléchir à la manière dont on va réguler l'entreprise elle-même. Donc si on veut réguler les services financiers d'une big tech, est-ce qu'il faut qu'on impose une ségrégation, par exemple, à l'intérieur de l'entreprise entre les données clients liées à l'activité financière et les autres données clients, et ainsi de suite. Donc ça pose toutes sortes de questions sur le modus operandi de la régulation des big tech. On a eu toute une conférence là-dessus à la Banque des règlements internationaux dont je vous encourage vivement à regarder les tables rondes et les interventions sur Internet. Et puis, ça interroge aussi les banques et les assureurs, et ça a été très bien dit par Emmanuel il y a un instant. Je pense que ce n'est pas non plus la première fois que ça arrive. Donc on peut penser à ce qui s'est passé par exemple dans le secteur des télécoms dans les années 80 et 90. Il y a une vague d'innovation. Il y a des entreprises en situation de monopole naturel ou d'oligopole qui doivent progressivement ouvrir l'accès à leur réseau à des nouveaux entrants, y compris sur la boucle locale. Donc, ce qui est dans les télécoms, par exemple, l'accès à la fibre au niveau des logements, et qui dans les paiements serait finalement le geste de paiement au niveau du commerçant. Et donc, ce qui est, je crois, l'expérience des régulateurs de la concurrence dans ces cas-là, c'est que ce qui est absolument crucial, c'est la capacité à innover, la capacité à investir. Or, tout ça tombe à un mauvais moment où le secteur bancaire européen est relativement faible en termes de profitabilité, en termes de valeur boursière, notamment par rapport à ses concurrents américains et asiatiques. Et donc là, l'Europe, non seulement, comme le disait Marc-Olivier, on a un problème de souveraineté potentielle parce que les big tech ne sont pas en Europe. On a des fintech excellentes, mais on n'a pas de big tech. Et on a un autre problème de souveraineté possible parce qu'on aborde cette révolution avec un secteur bancaire qui est plus faible qu'ailleurs. Merci. Pendant que Ludovic va réagir, on va accueillir Delphine Damarzit, qui est donc CEO de Euronext Paris. Merci Delphine. On est à la fin du débat et Ludovic, tu veux peut-être réagir, y compris sur la question qui avait été posée, des exemples au quotidien de disruption. Et puis, en même temps, une autre question, ça fait peu de temps pour répondre aux deux. Dans quelle mesure la crise actuelle et la pandémie a accéléré le processus ou va l'accélérer ? Des questions d'innovation ou d'innovation qui dérangent au quotidien, il y en a plusieurs par jour quand on est un groupe comme Allianz. Le matin, on va nous demander d'assurer des paiements en Bitcoin. Donc ça, c'est l'activité assurance-crédit. Et donc, on doit se faire autorégulateur. Je vois Emmanuel qui sourit. Ça fait partie des sujets. On nous dit, est-ce que c'est recevable ? Est-ce qu'on a le droit de confirmer une lettre de crédit en Bitcoin ? Est-ce que vous assurez des transactions en Bitcoin ? Bon. Marc-Olivier, tu disais, qu'est-ce qui a accéléré pendant la crise ? On est aussi, nous, gérants d'actifs. On détient PIMCO, le plus gros gestionnaire obligataire américain. Et on a vu arriver la gestion passive, mais aussi, on a vu arriver pendant cette crise la génération Robinhood. Donc des gens qui font des transactions financières de détail, qui ne sont pas toujours éduqués financièrement comme on le souhaiterait pour prendre des décisions éclairées sur les actions qu'ils achètent. Et donc on se dit comment on concurrence ça ? C'est-à-dire est-ce qu'on offre, je ne sais pas si vous avez souscrivé à la newsletter de Robinhood. C'est fascinant en termes de communication financière. Donc ça nous pose, nous, la question de comment on communique sur nos produits. Parce que les assureurs, on n'est pas ni les plus sexy, ni les plus clairs dans ce qu'on offre comme produit d'épargne. Et puis le soir, on va se coucher avec un problème où on va découvrir que sur l'activité d'assurance pure, on va avoir des acteurs qui vont offrir un paiement des sinistres dans la seconde. Alors que nous, on va mettre 24 heures, 48 heures, peut-être une semaine, parce qu'il faut analyser vraiment le risque. Et donc, dans une journée, dans l'ensemble des activités, aujourd'hui, j'ai l'impression que ces sujets d'innovation qui dérangent, qui bougent, c'est plusieurs fois par jour. Et le régulateur est toujours un peu
tardif sur ces sujets. Et donc, on doit faire de l'autorégulation. C'est-à-dire qu'on doit définir des doctrines au sein de notre entreprise sur comment réagir, si on doit faire du réactif, ou sur comment nous engager des verticales de développement d'innovation qui engagent des millions, voire des milliards d'euros, parce qu'on voit ces innovations qui viennent, qui cristallisent et qui font que les clients voguent vers ces nouveaux acteurs, ces nouvelles solutions, ces nouveaux produits. Donc c'est dans le secteur financier, ça a l'air comme ça, un peu pépère, un peu plan-plan. Mais l'innovation, elle est par tous les bouts, comme on le disait aussi avant. Il y a la partie un peu cachée, il y a la partie que les consommateurs, les utilisateurs voient. Et dans le quotidien, ça pose plein de questions d'organisation de ce qu'on offre. Et surtout est-ce que on fait les bons choix. Et ça, c'est pas facile, parce que ces innovations, certaines sont fugaces. Benoît parlait tout à l'heure des paytech, des paiements. On en a vu presque autant remplacer celles qui étaient venues par la première vague. Et donc, si vous avez fait un mariage de raison avec une première génération de fintech autour des paiements, vous retrouvez maqué avec des gens qui aujourd'hui n'ont plus de clients ou n'ont plus de chalands. Et donc, vous devez aller vers d'autres innovations. Et donc ça, c'est pour des grosses organisations qui ne sont pas très agiles, ça pose énormément de questions. Oui. Alors, Emmanuel veut réagir et puis on passera au deuxième round. Oui, je me permets de réagir sur la différence entre FinTech et Big Tech de notre point de vue, mais je comprends de Ludovic qu'il a à peu près la même perspective. Les FinTech, donc, elles sont là, c'est de la disruption, c'est de l'aiguillon des acteurs financiers traditionnels bien investis. Souvent, il y a même des mariages, tu viens de le dire. Il y a beaucoup de rachats. De temps en temps, il y a de la concurrence, mais c'est sur des produits de niche, sur des choses qui sont relativement marginales et qui constituent pas le cœur du système financier. Quand on parle des big tech, on est sur des gens qui maîtrisent, qui ont un temps d'avance insurmontable en termes d'innovation technologique, qui ont des capitalisations qui sont des multiples des capitalisations des communautés bancaires nationales ou régionales, européennes, mais Delphine pourra nous en parler, et qui ont une clientèle globale qui n'est absolument pas concurrençable par un quelconque acteur financier que ce soit, y compris Allianz. Et donc, avec tout ça, on a en perspective quand même un secteur financier qui pourrait, d'ici à quelques années, avoir une tête pas forcément identique à celle qu'on connaît actuellement. Alors, il pourrait très bien y avoir des constantes. Le prêt immobilier, certes, il pourrait y avoir davantage de scoring, mais ça pourrait toujours être fait par une banque traditionnelle. Le prêt aux entreprises non financières, la PME pour son fonds de roulement, ça pourrait être fait par des institutions non bancaires, type assurance et fonds. Et puis, il y a plein d'interpositions qui pourraient se faire via des fintech, via des big tech, les plateformes ouvertes, tout ce qui est open banking, qui là réintermédient. On met des couches de sandwich supplémentaires entre l'utilisateur final et le prestataire. Et puis, à la fin, il pourrait y avoir aussi des technologies. Et là, on parlait de Libra, Diem avec Facebook, où les banques, les assureurs ne sont plus nulle part et il n'y a plus que la finance décentralisée avec un acteur qui n'est pas un acteur financier au premier chef. Parfaite transition pour la deuxième partie. Alors, vous avez vu aussi qu'il y a autre chose qui est en danger, c'est la langue française, parce qu'on utilise tous des mots en anglais. Mais bon, c'est plus facile à dire. Voilà, les grosses tech. Alors, on va avoir Benoît, Ludovic, 4 minutes seulement, parce qu'il faut que Delphine ait plus de temps pour pouvoir développer ses idées. Et puis, on terminera à nouveau par Emmanuel et on aura un round de questions, y compris celles auxquelles on n'a pas pu répondre dans la première partie. Benoît ? Je vais être très rapide et j'offre mon temps de parole à Delphine. En matière de structure de marché, moi, il y a 2 grands développements qu'on suit à la BRI et qui nous paraissent vraiment structurants pour le fonctionnement des marchés, mais donc aussi pour l'organisation de la finance. Il y en a un qui est lié à la rapidité, qui n'est pas complètement nouveau. Donc c'est tout ce qui est trading à haute fréquence,
mais aussi développement des algorithmes de trading. Et le comité des marchés de la BRI a fait un rapport très détaillé là-dessus l'an dernier, sur le trading algorithmique, le négoce algorithmique sur le marché des changes, qui dit que c'est probablement bien pour améliorer la manière dont l'offre et la demande se rencontrent, et donc peut-être également pour la liquidité, pour éviter de fragmenter la liquidité. Mais en revanche, ça a tendance à transférer du risque vers le client final, du sell side vers le buy side, et donc de transférer du risque à haute fréquence vers des gens qui ne savent pas forcément bien le gérer. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut suivre. Je parlais tout à l'heure de l'informatique quantique, qui peut aussi potentiellement accroître la rapidité des transactions sur les marchés encore de quelques ordres de grandeur. Donc on a déjà des transactions sur certains marchés qui sont au millième, aux dizaines au 10 millième, voire au millionième de seconde. Qu'est-ce qui se passe si on passe encore à une vitesse supérieure, et qu'est-ce qui se passe du côté des superviseurs et des régulateurs? Quelle capacité on a à identifier des dysfonctionnements possibles sur ce genre de marché? Alors on a un projet, par exemple, dans le pôle d'innovation, qui est de suivi du marché d'échange, qui s'appelle Rio, où on va extraire à haute fréquence, en temps réel, les carnets d'ordre et un certain nombre d'autres variables financières des marchés d'échange, pour construire une espèce de tableau de bord qui sera sur le bureau de la Banque centrale, à haute fréquence et en temps réel, pour construire des indicateurs de déséquilibre. Donc on court après, on essaie de courir aussi vite qu'on peut pour suivre ces innovations. Et puis le deuxième champ d'innovation qui ne fait que commencer, c'est tout ce qui est finance décentralisée, donc DeFi en anglais. On dit même, on contraste même la finance décentralisée, DeFi, avec la finance centralisée, la CeFi. Donc tout ce dont on vient de parler, finalement, c'était de la CeFi, c'est de la finance centralisée. Et la finance décentralisée, c'est des offres de prestations financières sur des registres décentralisés, donc sur des blockchains, qui ont commencé par simplement du stockage de valeur, donc des jetons qui ont une certaine valeur, mais ensuite le jeton, on peut le prêter, ensuite on peut faire une mise en pension, et donc on peut développer des activités qui ressemblent beaucoup à des activités bancaires, puis à des activités de trading. Et ça se passe dans des structures qui fonctionnent avec des protocoles de consensus qui sont décentralisés et sans autorité centrale. Et donc le superviseur se trouve soudain complètement désemparé parce qu'il n'a personne à qui parler. Et donc la question, et je m'arrête là, c'est comment est-ce qu'on régule ces nouvelles activités et comment est-ce qu'on comprend comment ce qui se passe dans cette sphère nouvelle de la finance se connecte avec ce qui se passe dans la finance traditionnelle, y compris en termes de risque systémique et de transmission des chocs financiers. Et on a l'exemple de ce qu'on appelait le shadow banking, la finance non bancaire, qu'on a mis quand même très longtemps à comprendre et à réguler depuis la crise de 2007. Et ça recommence. Merci. Ludovic, en réaction peut-être, et puis aussi des sujets que tu voulais évoquer, les innovations de produits, parce qu'on a plutôt parlé d'innovation de technique, et l'impact sur l'emploi, le capital humain. Oui, on pourrait développer ce que Benoît disait, par exemple sur la blockchain. Nous, dans l'assurance paramétrique utilise les registres décentralisés depuis très longtemps. Aujourd'hui, on se pose la question des NFT, des non-fungible tokens. Est-ce qu'on les assure, est-ce qu'on les investit? Donc, et puis tu parlais des tuyaux, c'est très important. Donc, je vais parler en effet de deux autres choses. La première, c'est l'innovation produit, et notamment avec la responsabilité sociale, environnementale. Parce que je crois que, vous l'avez vu, on approche de la COP26, Glasgow, et en fait, tout le monde en parle, mais personne n'en mange. Enfin, c'est-à-dire c'est quand même un joyeux bordel, cette histoire de soutenabilité, de responsabilité environnementale. Parce que quand on fait les maths, c'est-à-dire quand on regarde sous le capot ce qui se passe, c'est quand même très compliqué. Par exemple, nous, en tant qu'investisseurs, Allianz, c'est 700 milliards d'euros qu'on investit. On doit livrer des profits chaque trimestre à nos actionnaires. On doit respecter notre ratio de solvabilité pour Emmanuel. On a une charge en capital de nos produits, etc. Et après, on a des rendements. Mais si en plus, donc c'est déjà un triangle, je ne vais pas dire d'incompatibilité, parce qu'on arrive à le faire, mais si on essaie de faire la quadrature du cercle, c'est-à-dire que vous mettez une responsabilité environnementale derrière un bilan,
Et nous, on a été les premiers à lancer cette alliance des porteurs de bilan pour la neutralité carbone à horizon 2050. On en est très fiers chez Allianz. Mais les implications de ça, en termes d'investissement, en termes de souscription, on parlait de notre rôle d'assureur, en termes de développement de produits, de transparence de produits, de responsabilité fiduciaire par rapport à nos clients, par rapport à nos investissements, c'est un champ de la finance qui est, à mon avis, très peu exploité. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, en Allemagne, les entreprises ont une responsabilité sur leur chaîne de valeur. C'est une loi qui vient de passer et qui fait que quand vous faites du commerce, et vous savez que l'Allemagne est un champion de l'export, vous devez vous assurer que dans votre chaîne de valeur, vous n'avez pas de risque social. D'accord ? C'est les enfants, les Ouïghours, etc. Eh bien, monitorer ça, suivre ça en temps réel et s'assurer qu'il n'y a aucun risque dans l'ensemble des opérations qu'une entreprise fait. Là, on parle d'opérations réelles. Mais imaginez des opérations financières. C'est quelque chose qui demande des capacités de calcul incroyables, mais qui aussi demande que les opérateurs qui les accompagnent, en tant qu'assureurs, que banquiers, qu'investisseurs, puissent aussi faire ce travail de suivi et le fassent avec précision. Et ça, je peux vous dire que c'est très compliqué. Donc, il y a le back-office et puis il y a le front-office. Les gens demandent davantage de responsabilité environnementale et sociétale dans leurs produits. Quelle transparence on leur donne ? Quand vous allez voir votre banquier, aujourd'hui, il vous demande quelques questions pour évaluer votre score de risque. Est-ce que demain, il va vous demander d'autres questions pour évaluer votre appétence à investir dans des produits avec une certaine soutenabilité, avec une certaine responsabilité environnementale et sociétale ? Donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est celui du capital humain. Derrière l'innovation de la finance, il y a des gens. On a formé des gens pendant des décennies à une finance industrielle. On les a formés à saucissonner la finance comme l'industrie. En France, on a fait des ingénieurs, des traders sur produits dérivés, et puis des traders sur put et sur options exotiques. On a formé des assureurs, des actuaires, etc. Et aujourd'hui, on se rend compte que demain, on va avoir besoin de gens beaucoup plus créatifs. Emmanuel parlait de hackers blancs. On va avoir besoin de gens qui aident à inventer la finance et qui, du coup, pensent un peu différemment. Et je pense qu'on ne les a pas encore formés, ceux-là. Donc c'est un appel aux éducateurs. C'est comme quand on forme des apprentis pour aller faire tourneur-fraiseur et que les machines datent des années 90 et qu'ils vont dans une entreprise où les machines sont toutes récentes. Souvent on se dit, mettez-les un peu plus en exposition sur ce qui se passe en temps réel. Comme ça, ils seront bien meilleurs et ils pourront aider à inventer la finance de demain. Et moi, je pense que c'est un sujet tout autant de ressources informatiques. Ça fait depuis le début, on parle beaucoup de ressources informatiques. Dans la finance, la deuxième grosse ressource, si ce n'est la plus importante, c'est le capital humain. Et on passe, à mon avis, trop peu de temps à éveiller les consciences sur l'innovation financière. Alors, on va passer à Delphine, qui va bénéficier de plus de temps pour pouvoir revenir, si elle veut, sur les chocs d'aujourd'hui. Je vais te dire non, je ne vais pas faire plus long, mais comme à la fin, je risque de faire plus long, je n'ose pas le dire. Et puis, les défis, et tu évoqueras aussi le financement de l'économie. Mais d'abord, et dans les sujets qu'on a évoqués au début, en les listant, il y avait l'utilisation des jetons numériques et la façon dont ça peut aussi affecter l'activité d'une institution comme la tienne. Oui. Alors, merci beaucoup. Quand on est une bourse, on vient d'un monde très centralisé, puisque quand j'étais petite, on m'a expliqué qu'il y avait un monopole du carnet d'ordre sur lequel était centralisée toute l'offre et toute la demande, et donc c'était merveilleux, puisque toute la liquidité pouvait être à un seul endroit, et c'était magique. Donc les temps ont bien changé et dans un premier temps, ce carnet d'ordre a été mis en concurrence. Aujourd'hui, sur le trading, une plateforme comme Euronext, elle est en concurrence avec énormément d'acteurs alternatifs, qui est introduit en France avec la première directive MIF et depuis développée. Et donc on est en concurrence sur cet aspect-là. Et aujourd'hui, finalement, on nous dit, est-ce qu'il va y avoir une disruption complète avec un modèle où il y a une décentralisation et finalement la DeFi, je ne sais plus comment on l'a traduit en français, c'est aussi finalement une finance peer-to-peer où il n'y a plus besoin de lieux communs. Alors peut-être, donc je ne réagis pas à ce qu'a dit Benoît sur les questions de latence, mais une bonne partie quand même de l'innovation dans un premier temps, outre cette mise en concurrence
qui a stimulé les acteurs, ça a été aussi une course à la vitesse. Et tout ça, c'est un investissement technologique assez important qui s'est renforcé au fil du temps aussi de la capacité de calcul et d'algorithme des acteurs, l'utilisation du cloud, enfin tous ces éléments qui ensemble ont, on va dire, suroptimisé ou optimisé ce système-là. La question, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on va basculer dans un autre système? Quand on se pose cette question chez Euronext, on fait deux choses. On prend des paris en se tenant prêt, comme tout le monde. Et donc, on a investi avec d'autres dans un provider de blockchain pour la partie post-trade qui est LiquidShare. Et puis, on a aussi pris une participation dans un acteur de tokenisation qui s'appelle Tokeny. Et donc, on est capable, et puis on participe à des expérimentations. Donc, la première qu'on a faite, c'était en 2018, et elle a consisté à vérifier qu'on savait brancher sur une blockchain un trading, une émission d'actions sur notre plateforme. Et puis, plus récemment, en 2021, on a participé à l'expérimentation de la Banque de France qui a permis de vérifier qu'on savait, à partir d'une émission là aussi et de transactions dont une partie était sur nos plateformes Euronext, les payer dans une digital currency, une DLT émise par la Banque de France. Ça dans le vrai système. Donc on se tient prêt, et en même temps la question qui se pose, c'est est-ce que le système va être disrupté et comment et dans quelle partie? Parce que finalement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a une nouvelle classe d'actifs de crypto qui est devenue volumique, avec des acteurs, ça a été dit, qui sont ceux qui font les trading spots, qui ont des tailles et des capitalisations tout à fait impressionnantes, mais qui est sur un monde purement retail. Le monde institutionnel, lui, n'y est pas encore parce qu'il a des blocages de confiance. Il a besoin de tiers de confiance, lui encore, pour y aller. Il a besoin d'une régulation. Donc on est encore en retrait par rapport à ça. Nous ne sommes pas sur ce créneau qui a été pris par des nouveaux acteurs. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons récemment, et au mois de juin, nous avons décidé d'accepter au listing chez nous, donc à la cotation, des ETP, qui sont l'équivalent pour ces produits-là des ETF, donc des trackers. Dis bien les... Oui, alors c'est Exchange Traded Product, donc c'est des sortes de proxys, en fait, qui vont être des instruments financiers que vous pouvez, qui sont cotés, et qui vont vous représenter un sous-jacent dans ces cryptos. Donc quand vous êtes investisseur, vous n'entrez pas sur le marché spot crypto, vous prenez une sorte de représentation, et vous êtes comme ça, vous restez dans le monde régulé, et c'est ça ce qu'on a fait. Donc on permet comme ça une exposition indirecte, et nous offrons notre capacité de listing en interagissant avec des sociétés de gestion qui ont émis ces produits et qui sont elles-mêmes régulées. Donc on offre au monde institutionnel régulé la possibilité de se brancher sur un proxy des cryptos, mais qui sont dans le monde régulé. Voilà une première chose qu'on fait par rapport à cette nouvelle classe d'actifs. Mais cette nouvelle classe d'actifs, elle est traitée indirectement sur donc, des nouveaux exchanges qui, eux, sont tout à fait impressionnants dans leur croissance et qui, pour l'instant, s'adressent à un monde retail et qui sont dans un monde très polémique, il faut bien le dire, avec souvent d'ailleurs des contreparties qui sont exposées. Ce qui n'est pas notre cas, nous, en tant que bourse, on n'est jamais exposé. C'est la chambre de compensation qui ensuite, elle, joue son rôle de contrepartie. La deuxième question, c'est effectivement sur tout ce qui concerne les tokens. Là, il s'agit de se poser la question de savoir si on va avoir une nouvelle manière d'émettre et d'enregistrer les titres. Donc, pour ma partie plus particulière, les actions. Et donc là, on rentre dans un monde nouveau, avec quelque chose qui est finalement... La question, c'est est-ce que c'est une alternative à la digitalisation ou est-ce que c'est en fait un changement de modèle complet? Pourquoi je dis alternative à la digitalisation? Parce que historiquement, les titres étaient en papier. J'ai même découvert, grâce à cette conférence, en travaillant un peu, qu'ils l'étaient toujours. Personne ne le sait, mais les titres en Allemagne restent encore papier. Et c'est le cas aussi pour les émissions obligataires. Sauf que personne ne le sait, puisqu'en fait, tout le monde travaille sur des représentations numériques. Alors qu'en France, ça fait bien longtemps que les titres ont été dématérialisés, c'est-à-dire que le titre est lui-même directement dans une base de données et pas copié entre guillemets à partir d'un titre papier. Donc les Allemands vont passer bientôt de ce système papier à un système véritablement digital, et ils pourraient passer, on peut se demander s'il ne faudrait pas passer directement à une tokenisation. Le problème, c'est qu'une fois que vous tokenisez, ce monde qui serait tokenisé doit pouvoir se brancher sur la suite
de la chaîne vers le post-marché. Et c'est là qu'on peut avoir une rupture, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que les acteurs vont passer d'un modèle à l'autre? Soit ils font un leapfrog parce qu'ils sont directement là-dedans, soit il faut qu'ils branchent leur système sur une nouvelle chaîne industrielle. Et c'est là que c'est décevant aujourd'hui encore dans la mise en pratique, parce qu'il faut basculer, que les acteurs, ils ont tous des enjeux industriels, un besoin de sécurité, et qu'aujourd'hui, ils sont peut-être loqués, je ne sais pas, dans ce système précédent, avec les tiers de confiance, avec les CSD qui sont eux-mêmes en correspondance, donc les dépositaires centraux de titres qui sont en correspondance avec les banques centrales. Et donc on est dans un système qui a du mal à communiquer. J'ai envie de dire, il peut se passer une nouvelle disruption, peut-être qu'elle renversera tout, mais en attendant, le monde actuel a plutôt pris un autre chemin qui se demandait s'il va importer la technologie pour rendre le même service. Et c'est là que je disais potentiellement une alternative avec la digitalisation. En n'oubliant jamais qu'il est possible que la digitalisation et le progrès de sa qualité de service aux acteurs puissent suffire à remplir les besoins immédiats. Donc moi, je ne sais pas ce que le jury dira sur tout ça, mais pour l'instant, en tout cas, ce qu'on constate, c'est que sur ces questions de business model et ces questions industrielles, on ne sait pas quand et comment il peut y avoir un passage d'un monde à l'autre. Peut-être une question pour moi à Benoît, si j'ai le droit de poser une question, c'est ce qui est assez paradoxal, je trouve, parfois, que la finance décentralisée, c'est que la question à la fin, c'est est-ce que ça va créer un monde clos? Parce que finalement, comme je le disais, nous offrons une bourse d'échange et on est en concurrence avec d'autres. Et il y a une très grande en fait, communicabilité entre tous les secteurs sur finalement les valeurs qui sont cotées à Euronext Paris. Elles peuvent être traitées de manière très fluide et très ouverte, en réalité, depuis partout et sur différentes plateformes. Finalement, la finance décentralisée, elle est complètement décentralisée par un certain aspect, mais en revanche, il faut être dans le monde complet qu'elle offre, qui a la particularité de permettre d'aller beaucoup plus vite et instantanément et sans passer par les étapes traditionnelles depuis l'échange jusqu'au règlement et au changement de titre, mais à l'intérieur finalement d'un monde qui peut moins bien communiquer avec d'autres. Et c'est en particulier un enjeu pour les monnaies, je pense. Alors, normalement, tu aurais pu dire un mot aussi du financement de l'innovation. Mais tu peux Alors, je le ferai après les questions, si tu me redonneras la parole. D'accord. Je vais aussi en profiter pour rajouter quelque chose. Tu as cité souvent le mot de blockchain. Bon, les gens savent ce que c'est. Je vais en donner une mauvaise définition. Il y a plusieurs types de blockchain. C'est une sorte de livre comptable dans lequel des opérations peuvent être enregistrées, qui va être nourri de façon décentralisée et qui est infalsifiable. Et on le voit, et on en parlera dans le panel sur la monnaie numérique, ça peut être, ou ça a été perçu par certains comme un substitut au tiers de confiance que constitue la Banque centrale, qui, elle, va garantir que les opérations se passent bien comme ça. Alors après, ça amène à s'interroger sur les réseaux d'ordinateurs qui peuvent aider à cela. Je vais passer maintenant la parole pour finir, si elle est d'accord, à Emmanuel, pour finir cette partie intervention, avec toutes les conséquences que ça a pour le régulateur à l'avenir, la stabilité financière. Alors, en écoutant notre discussion, je me dis que finalement la finance décentralisée, c'est quelque chose de très vieux, très ancien, et que la finance centralisée, elle est finalement assez récente. Et elle est centralisée parce qu'il y a des institutions au centre, une bourse, une banque centrale, mais que ça, c'est des choses qui ont été créées finalement au XVIIe et depuis, mais la finance, avant ça pouvait être, y compris jusqu'au début du XXe siècle aux États-Unis, des arrangements qui n'étaient pas du tout concertés, pas du tout centralisés. Et on a donc l'expérience de la finance décentralisée sans organes ou sans organismes ou institutions qui arrivent à arbitrer un petit peu et à stabiliser cette finance. C'est pour arriver à de la stabilité financière. Et ce que ça donnait, c'était un peu du bateau ivre pendant très longtemps, avec des prestataires de services, que ce soit les banques essentiellement, qui existaient, qui émettaient de la monnaie, qui la créaient selon leur propre appréciation, qui ne correspondaient pas aux besoins de l'économie réelle, trop peu en fonction des moments, et qui créaient finalement beaucoup d'interruptions, de stop and go et de crises économiques réelles, parce qu'ils avaient une mauvaise appréciation de
de la réalité des choses. Et donc, en finance centralisée, ou en tout cas le bénéfice et qu'on a acté il n'y a finalement pas si longtemps que ça, y compris la Banque de France a été créée en 1800, mais la Fed aux États-Unis a été créée en 1913, donc tout le monde n'est pas arrivé au même rythme, au même endroit. Eh bien, on a vocation à faire deux choses. C'est donner de la visibilité et de la perspective, de la prospective sur les besoins de l'économie, notamment en termes de financement et de création monétaire, et puis offrir une ancre pour justement éviter que le bateau ou que les bateaux arrimés, soit les banques, etc., soient le moins ivres possible. Et donc, à ce titre-là, dans la perspective de la finance décentralisée qui s'ouvre à nous, qui aura une dimension vraisemblablement pourrait avoir une dimension beaucoup plus importante et conduite par des innovations technologiques, on a vocation à maintenir quelque chose qui est l'ancrage au premier chef de la finance sur l'encre que constitue la monnaie banque centrale, qui nous permet de stabiliser l'offre et la demande de monnaie, qui est quand même un régulateur foncièrement important pour faire en sorte que l'économie fonctionne bien ensemble et de façon coordonnée. On l'a vu encore pour le Covid, la façon dont les institutions, les autorités, que ce soit les autorités fiscales publiques, les superviseurs prudentiels ou les autorités monétaires que sont les banques centrales ont réagi ensemble pour faire face au choc, ça a été efficace et nous permet d'avoir des croissances de reprise qu'on n'aurait pas envisagées il y a 20 mois. Et donc, dans cette perspective-là, le point, c'est d'être vraiment, d'offrir des interfaces, ou en tout cas des tuyaux, on parlait de plomberie, pour faire en sorte que la monnaie banque centrale, eh bien, elle soit le plus distribuée possible, mais qu'elle continue à offrir cet ancrage, et que les monnaies, que ceux qui veulent offrir de la monnaie privée, type Diem et autres, par Facebook, eh bien, il y ait toujours ce point de rattrapage qui soit là pour éviter ces turbulences qu'on a connues avec les monnaies privées. Après, je voudrais juste réagir à ce que disait Ludovic sur la soutenabilité. La soutenabilité et tout ce qui est choc de transition climatique, mais aussi sociale, gouvernance et autres, il faut qu'on arrive à les mesurer, qu'on arrive à mieux les mesurer, qu'on ait les bonnes données, c'est un vrai défi, et qu'on arrive à faire des projections prospectives, parce qu'on n'a pas de données rétrospectives pour bien comprendre ce qui va nous arriver. Ça demande effectivement beaucoup d'imagination et de créativité. On travaille beaucoup dessus, mais ça fait aussi partie de notre ancrage en tant que superviseur bancaire, assurantiel et banque centrale, que d'offrir cette perspective en travaillant avec l'industrie pour faire en sorte qu'on ancre et qu'on rende visibles les risques qui viennent à nous. Alors on est déjà dans la dernière partie. Le débat, je vois Benoît qui voudrait intervenir et puis certainement les autres. Et je nourrirai ça des questions qui ont été posées. Oui, sur la finance décentralisée, est-ce qu'il faut quelle doit être l'attitude des autorités publiques, voire politiques, puisqu'on parle de réglementation, vis-à-vis de ces nouveaux développements? Moi, je crois qu'il faut laisser la finance décentralisée se développer, parce que l'innovation est bonne, donc il ne faut pas être contre l'innovation par principe, et parce qu'en finance, l'innovation, on l'a constaté lors de la première partie de notre discussion, elle vient du secteur privé. Donc si on peut payer aujourd'hui sur son téléphone portable, c'est grâce au secteur privé, c'est pas grâce aux banques centrales. Donc il faut garder cette dynamique d'innovation, et elle est dans le secteur privé. Et puis il y a une demande sociale et sociétale pour ça, et je pense qu'il faut quand même entendre ce que nous disent notamment les jeunes qui vont investir dans les crypto-monnaies. Il y a une demande d'une finance qui remplisse, ou de mécanismes qui remplissent des fonctions financières, qui est plus proche des gens, qui est plus décentralisé. Et je pense que c'est un message qu'il faut entendre. Mais je mettrai 3 conditions à ça. La première, il faut protéger l'investisseur. Donc il faut que les gens soient conscients des risques qu'ils prennent quand ils achètent des crypto-monnaies, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il s'agit dans beaucoup de cas d'actifs qui sont extrêmement volatiles, sur lesquels le risque en capital est très élevé. Il faut que les investisseurs en soient conscients. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut
qu'il ne faut pas que cet univers soit une exception à la lutte anti-blanchiment et la lutte contre le financement du terrorisme. Donc il faut que les autorités compétentes aient accès dans les mêmes conditions que partout ailleurs aux transactions, aux investissements qui sont faits dans cette partie-là de la finance. Sinon, ça va devenir... Et Emmanuel, tout à l'heure, parlait de ransomware et de la manière dont les cyberattaques sont financées. Je veux dire, on est déjà en plein là-dedans. Donc il faut que les autorités judiciaires et les services, les TRACFIN de tous les pays puissent aussi opérer sur ces produits-là. Et la troisième condition, c'est qu'il faut pouvoir surveiller les risques pour la stabilité financière. Et donc, moi, ma philosophie, ça serait que tant que c'est petit, c'est pas très grave, on peut laisser ça se développer. C'est vrai, même dans le domaine monétaire, il y a en France ce qu'on appelle des monnaies locales. C'est plutôt un progrès démocratique. Si les gens ont envie de payer avec une monnaie locale pour être sûr que l'argent est réinvesti en circuit court, c'est un choix qu'on peut respecter. Mais ça ne pose pas de problème systémique parce que la loi française dit que ces monnaies locales doivent être garanties par des dépôts en euros. Et donc il faut effectivement, comme le disait Emmanuel, surveiller, comprendre la manière dont la finance décentralisée interagit avec la finance centralisée. Il faut faire attention à la fragmentation, c'est le point que soulevait Delphine. Et particulièrement quand on parle de solutions qui sont proposées par des big tech, il va y avoir la tentation de construire ce qu'on compare souvent à des jardins clos, c'est-à-dire des écosystèmes qui sont fermés, qui fragmentent la liquidité. Et ça, c'est pas bon pour la stabilité du système financier. Et puis, c'est pas bon en termes de concurrence. Donc, ça va renforcer encore le pouvoir de marché d'acteurs qui ont déjà un pouvoir de marché tout à fait extraordinaire. Et puis, il faut qu'en cas de crise, la Banque centrale puisse apporter de la liquidité, y compris dans ces coins plus éloignés de la finance. Et donc, il faut se demander si d'éventuelles infrastructures décentralisées ne doivent pas utiliser comme instrument de règlement de la monnaie banque centrale. C'est un principe prudentiel que les grandes infrastructures de marché doivent être réglées en monnaie centrale, en monnaie banque centrale. Ça doit être le cas aussi quand on est sur un blockchain. Mais alors pour ça, il faut que la banque centrale émette de la monnaie banque centrale sous forme de jetons qui peut aller sur le blockchain. Et c'est l'enjeu des expériences dont parlait Delphine. On sait que c'est possible. Donc c'est sans doute quelque chose qui peut arriver relativement facilement. Alors ce que disait Benoît rejoint des questions qui sont posées et qui sont quel est le rôle du secteur privé versus le secteur public, quels critères pour faire le tri potentiellement entre les innovations bénéfiques et celles qui peuvent être néfastes. Tu en as donné des éléments. Et puis une question sous-jacente qui vient plusieurs fois, c'est comment est-ce qu'on peut s'assurer que le citoyen, l'investisseur, le consommateur en bénéficie, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Alors, vous voulez peut-être de toute façon réagir à ce qui avait été dit ou... Non, moi, encore une fois, il faut remettre la finalité de la finance au centre de tout ça. C'est-à-dire qu'on parle là de masturbation de mouche, quoi. C'est-à-dire que si c'est Nabila qui fait de la pub pour le blockchain, on a un problème. Tu parlais tout à l'heure, d'ailleurs pour les crypto-monnaies, c'était plus que le blockchain. C'est-à-dire qu'on a vu des corsaires et des pirates se tailler la part du lion, essayer d'ubériser la finance, et ils ont beaucoup de temps pour faire ça. Moi, ça m'inquiète énormément parce que ce qu'on a appris de la crise il y a 10 ans, c'était que la finance Frankenstein, ça arrive assez vite quand on ne sait plus vraiment à quoi ça sert. Et donc on est dans une période où il y a des grands défis de financement, la transition climatique, les inégalités. Et quand je vois par exemple le peu de temps qu'on passe à développer l'innovation financière sur la finance à impact, qui va être la finance du XXe siècle, du XXIe siècle. On a eu une finance du capital, une finance de la dette, beaucoup de dettes. Maintenant, on va essayer de faire de l'impact, de la blended finance et tout ça. Si on passait le même capital cerveau à essayer de résoudre des problèmes concrets, c'est-à-dire à une finance solution plutôt qu'une finance pas théorique, parce qu'elle n'est pas théorique, mais une finance pour la finance, je pense qu'on courrait moins de risques. Emmanuel parlait beaucoup de stabilité. C'est intéressant, la mise en perspective de la finance décentralisée. Elle a toujours existé. C'est comme les mécanismes assurantiels. Il y a toujours eu des tontines, il y a toujours eu des choses qui existaient sans qu'il y ait besoin d'un monsieur avec une barbe ou des cheveux blancs pour nous dire comment ça marche. Et ce raid qu'on a vu, cette volonté, ce saint graal d'ubériser la monnaie comme dernier rempart,
moi, ça m'inquiète parce que je ne sais pas à quoi ça sert. C'est-à-dire que quand les gens viennent me voir et me disent oui, alors vous pensez quoi du Bitcoin? Parce qu'en Allemagne, maintenant, les institutionnels doivent investir en Bitcoin. Donc tout le monde vient nous voir en nous disant oui, alors vous allez investir en Bitcoin. Et alors, en tant qu'économiste, ça me choque parce que je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais en tant que citoyen, je me dis oui, je veux. Pourquoi? Pour faire de l'argent, pour résoudre un problème. Et je trouve qu'on perd dans l'innovation financière aujourd'hui beaucoup de ce pourquoi, et ça ne peut que mal finir. C'est ça que j'aimerais rappeler. C'est-à-dire que l'innovation, c'est un outil. Je crois que c'est Bertrand Badret qui aime citer Sainte Thérèse d'Avila. La finance est un engrais, mais c'est l'engrais du diable. C'est ça. Et donc, il faut se méfier un petit peu de faire de la finance la finalité. Et dans l'innovation financière, aujourd'hui, le gros de l'innovation, c'est des financiers qui parlent aux financiers. Alors qu'à côté, on a des vrais problèmes dans la vraie vie pour lesquels la finance n'est peut-être pas autant au rendez-vous que ce qu'elle pourrait être. Y compris une question qui vient souvent et qui est l'impact sur l'emploi, non pas le capital humain, mais toujours cette crainte, à cause d'un décalage entre la formation et ce qui est demandé, que ça détruise des emplois et qu'on ne peut pas facilement se recycler. Ce qui est sûr, c'est que, ce que je disais tout à l'heure, l'industrialisation de la finance est un sujet autour de l'employabilité des gens qui ont étudié la finance. C'est-à-dire qu'il y a des cols blancs aujourd'hui, des gens dans le secteur de la finance qui ont une employabilité qui ressemble à celle du mineur des années 70. Ouais. Oui, ça c'est sûr. Et donc les entreprises s'y attellent, c'est-à-dire qu'elles essaient de faire en sorte qu'elles montent en compétence les personnes qui sont dans la finance. Mais on voit bien que, Delphine parlait des papiers, toute la gestion des back-office en papier disparaissent. Il y avait des archivistes dans une entreprise comme Allianz. Dans chaque pays, on avait des centaines, voire des milliers d'archivistes qui, dans le boulot, dans les archives d'Allianz, il y a une Harley Davidson, il y a un manteau de fourrure, et il y avait des gens qui triaient tout ça et qui étiquetaient tout ça parce que c'était les collatéraux qui étaient mis en place par la police d'assurance. Tout ça, ça n'existe plus vraiment parce que maintenant, on peut les tokeniser et ça peut être fait par un robot. Donc, il y a des sujets comme ça. Est-ce que c'est normal? Oui. Est-ce que c'est inquiétant en termes de... Parce que les institutions financières, notamment dans un pays comme la France, représentent beaucoup d'emplois? Oui. Et donc, est-ce qu'il faut penser ou repenser l'employabilité dans la finance? Oui, notamment à l'aune du travail à la maison, du télétravail. Parce qu'on voit que ça crée une productivité un peu différente dans le secteur financier. Mais encore une fois, je pense que c'est le moindre problème. Le vrai sujet, c'est plutôt d'armer, de former les gens vers une finance qui n'a plus rien à voir. Quand vous avez commencé votre carrière dans la finance dans les années 80, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Et il y a des gens qui sont dans les entreprises aujourd'hui et qui doivent passer leur temps à faire des algorithmes, du machine learning, et qui, dans les années 80 ou 90, faisaient autre chose, qui n'avait rien à voir. Et donc, oui, il y a du travail là-dessus. Mais je ne sais pas si c'est un impact en emploi ou si c'est juste la transformation un peu d'un secteur qui est particulièrement innovant, peut-être par rapport à d'autres secteurs. Ça relie à deux questions. L'une qui était sous-jacente, qui est le financement de l'innovation, et l'autre qui était plus générale et qui est arrivée, et qui est dans quelle mesure ce qui se passe dans la finance est essentiellement limité à la finance ou n'est qu'un exemple particulier dont on a parlé plus particulièrement et qui touchera l'industrie en général aussi, une sorte de quatrième révolution industrielle dont on parle mais dont on n'a pas encore vu les effets. Alors Delphine, d'abord le financement de l'innovation parce que les bourses y contribuent aussi. Oui. Merci de cette perche subtile. Peut-être pour revenir effectivement sur cette question au vu de notre sujet, c'est vrai qu'une bonne partie des projets actuels en finance décentralisée sont en fait assez intensifs en capital en réalité. Et peut-être qu'une partie de la raison pour laquelle ils se développent, c'est qu'ils trouvent des levées de fonds possibles et faciles aujourd'hui dans un secteur de capital investissement qui s'est beaucoup développé avec... en arrière de plan les liquidités abondantes, puisque ça peut être derrière un effet de levier.
Voilà. Aujourd'hui, les fintech, alors pas les big tech, mais les fintech arrivent et commencent à regarder aussi des entrées en bourse. Et donc nous avons fintech et autres tech plus de statut licorne, sans être je ne sais pas comment il faut l'appeler, les grosses tech de tout à l'heure, voilà, arrivent aussi elles-mêmes à ce côté. Et on a chez Euronext Paris 60% des projets de cotation qui sont le fait de tech. Alors une bonne partie sont des clean tech. C'est la bonne nouvelle, c'est beaucoup des projets de transition énergétique et de nouveaux modèles industriels, technologiques, mais dans le domaine de l'environnement, des medtech et des medtech et biotech, qui est tout ce qui est sciences de la vie, médecine, qui est le deuxième partie majoritaire, et puis tout ce qui est on va dire la technologie traditionnelle et les nouvelles places de marché dont je ne sais même plus s'il faut encore les appeler tech, puisque c'est finalement le nouveau normal. Donc tous ces nouveaux business models arrivent en bourse, et on a une année de ce point de vue-là très satisfaisante et très dynamique. Peut-être juste pour revenir sur la conversation qu'on avait, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est le contraste entre cette nouvelle classe d'actifs dont, effectivement, comme Ludovic, on peut s'interroger sur quoi elle est fondée. Donc, est-ce qu'elle est et sur quel type de sous-jacent réel, et est-ce que tout ça est une gigantesque bulle qui finira par sauter, et l'autre partie qui est plus technologique et plus un nouveau modèle d'intervention, dont là, moi, je me demande s'il peut remplacer ou non. S'il remplace, effectivement, il risque de créer des mondes clos, puisque en fait, il faut en faire partie. Après, il y a toujours, pour avoir la liquidité, à cause de la fragmentation, il va y avoir une tentation d'aller tous au même endroit, et cet endroit complet, en fait, d'être décentralisé, il peut l'être, en fait, il peut être décentralisé et clos. C'est ça le paradoxe, c'est qu'il faut vraiment garder comme en tête, et c'est peut-être ça que je pense qui est l'enjeu politique le plus important, c'est de se dire, ce monde décentralisé qui poursuit un objectif et qui répond à des aspirations finalement de non-contrôle. En fait, le paradoxe, c'est qu'il peut être capturé par une métaforce. Je ne sais pas si c'est un individu, d'entreprise, quelque chose, qui n'est pas sans existence en réalité. Voilà le paradoxe à laquelle je voudrais rester, et je n'ai pas la solution. Alors, il nous reste 3-4 minutes. Soit vous faites chacun 1 minute, soit il y a quelqu'un qui parle un peu plus longtemps. Benoît, je sens que tu as envie de parler. 1 minute. Ou plus. 1 minute pour dire que, oui, il y a un risque de capture, il y a un risque de jardin clos, il y a un risque de fragmentation. Et donc ça se traite par la régulation. Donc il faut un principe d'ouverture. Et l'Europe est, je pense, très bien placée en fait pour imposer ce genre de modèle, puisqu'on a deux points de départ qui sont le RGPD, qui est quand même un modèle, pas parfait, mais enfin quand même un modèle pour le monde en termes et que beaucoup de monde a adopté. De contrôle des données, et donc qui a quand même un principe selon lequel ce sont ceux qui produisent les données, c'est-à-dire les utilisateurs qui doivent contrôler leurs données. On a, dans un des secteurs importants dont on parle ici, qui est les paiements, on a la DSP, la deuxième directive sur les services de paiement, qui impose un modèle ouvert aux nouveaux acteurs, mais avec des conditions de sécurité. Et donc, il faut construire sur ces bases pour avoir un modèle qui est un modèle ouvert, qui ressemble plutôt à la place du marché qu'au jardin clos. Un modèle où chacun peut arriver et installer son échoppe du moment qu'il respecte le règlement. Et la deuxième chose, c'est, je voudrais vraiment revenir sur tout ce qu'a dit Ludovic sur la formation, qui me paraît absolument essentielle. Il y a besoin d'investissement et de formation de spécialistes de blockchain, de spécialistes d'apprentissage automatique et de la donnée en général, de spécialistes de cybersécurité, pour faire le red teaming pour Emmanuel. Il y a de très bonnes formations à Paris, bien sûr, et en France, mais ça doit être un objectif de politique publique d'avoir un pôle très fort de formation dans ces domaines. Et peut-être pour conclure, c'est non seulement une question de formation, mais aussi une question de culture. Ludovic a dit que les grandes entreprises d'assurance n'étaient pas forcément très agiles. Les banques centrales sont encore moins agiles. Et donc, il faut aussi faire les changements culturels nécessaires pour pouvoir courir aussi vite que les gens qu'on supervise et qu'on contrôle, et c'est pas facile. Alors merci. Emmanuel, formation de ceux qui vont faire les blockchains, qui sont dans la finance, oui. Et formation du consommateur. Bon, ce panel y aura peut-être un peu contribué, mais c'est un défi au moins aussi important.
Tu n'as pas eu le temps d'évoquer non plus ce que faisait la Banque de France en la matière. En 1 minute, tu vas faire tout ça? Alors, en 1 minute, comme le mentionnait Delphine, entre la technologie sous-jacente, qui est tout ce qui est décentralisation, DLT, les Distributed Ledger Technology, et les cryptoactifs, on n'a pas du tout le même type d'évaluation. Les DLT, depuis 2018, on a développé une blockchain à la Banque de France pour les besoins de la communauté interbancaire française. Vous savez, quand on a un prélèvement CEPA, le créancier a un numéro d'identifiant. Et bien, ce numéro d'identifiant, depuis 2018, il est enregistré sur une blockchain, il est émis sur une blockchain, il est partagé et il est enregistré sur une blockchain que la Banque de France a faite, notamment pour toucher du doigt et expérimenter et bien savoir de quoi on parle. Pour nos besoins, on a trouvé ça tout à fait pertinent, on l'a fait et c'est développé et c'est très bien. A contrario, cryptoactifs, mais je ne veux pas revenir sur ce qui va être débattu dans 2 jours, cryptoactifs ou stablecoin. Cryptoactifs à ce stade, c'est beaucoup de volatilité, Benoît l'a dit, pas encore de problème de stabilité financière, même si on prend les mesures pour faire en sorte qu'il n'y en ait pas, notamment pour limiter les investissements par les institutions financières classiques, telles que les assureurs ou les banques, sur ce type d'actifs qui, en fait, ne sont reliés en rien à l'économie réelle et qui, en tant que ne financent rien, et donc ne sont pas vraiment des outils de financement, mais plutôt de pure spéculation technologique. Et à contrario, quand on parle des arrangements, des stablecoins type Libra, Diem, etc., compte tenu de la taille, des faits dimensions, là, on parle de tout à fait autre chose, compte tenu des capacités de privatisation de l'instrument par des gros acteurs mondiaux, des faits effectivement importants possibles sur la stabilité financière, mais sur aussi la façon dont on conduit la politique monétaire dans chacune des régions concernées. Et donc là, on doit prendre des mesures qui sont, par exemple, en Europe, il y a un règlement qu'on appelle MiCA, qui est en cours de discussion, qui va bientôt être adopté, qui encadre l'activité de ces cryptoactifs ou stablecoins. Et puis au niveau international, un comité que Benoît a présidé a émis tout récemment encore des préconisations, c'est au-delà des recommandations, pour dire que les stablecoins devaient obéir à des règles qui régissaient les infrastructures de paiement, type dépositaires centraux de titres et autres champs de compensation dont on parlait tout à l'heure. Merci beaucoup. Ce panel est terminé. J'espère qu'il vous aura intéressé. Il vous aura donné, je l'espère aussi, envie de suivre le débat suivant qui est diffusé vendredi 5 novembre à 11h et qui traitera, dans l'exemple de la zone euro, a-t-on vraiment besoin d'un euro numérique? Merci beaucoup à tous et à bientôt. Au revoir.